Dans cette séance, je vais vous proposer quelques schémas que vous pouvez trouver dans l'examen normalisé local en SVT. Donc, soit dans la partie restitution des connaissances ou bien raisonnement scientifique. Donc, on va commencer. Commençons tout d'abord par la partie digestion et absorption. Quels sont les schémas possibles? Premier exercice, associer chaque terme à son emplacement qui lui convient sur le schéma ci-dessous. Donc, on a le schéma qui représente, bien sûr, l'appareil digestif chez l'homme. Et là, les propositions, trachée, glande salivaire, pancréas, l'anus, l'estomac, l'intestin grêle, le foie, bouche, gros intestin et l'œsophage. Donc, bien sûr, là, c'est la bouche. Là, on a les glandes salivaires. Là, on a deux conduits. Le premier conduit, il est relié bien sûr avec l'estomac, donc il s'agit de l'œsophage. Le deuxième conduit, il est relié bien sûr avec l'appareil respiratoire, il s'agit de la trachée. Par la suite, on trouve l'estomac. De l'autre côté, le foie, et voilà la vésicule biliaire. Puis, on a en dessous de l'estomac, on trouve le pancréas. Voilà le gros intestin, l'intestin grêle, puis l'anus. Et voilà le résultat. La bouche, les glandes salivaires, l'œsophage, l'estomac, trachée, pancréas, l'intestin grêle, l'anus et le gros intestin. Donc, bien sûr, on a une différence entre l'appareil digestif et le tube digestif. L'appareil digestif, il renferme à la fois le tube digestif et les glandes annexes. Et lorsque je dis le tube digestif, ça commence avec la bouche et se termine avec l'anus. Voilà le tube digestif. La bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. Les glandes annexes maintenant, on parle du pancréas, du foie et les glandes salivaires. Donc, glandes annexes ou bien les organes annexes plus le tube digestif, ça donne l'appareil digestif. On continue. Donnez un titre et une légende au schéma ci-dessous. Donc, bien sûr, il s'agit d'une microstructure qu'on trouve dans l'intestin grêle et qui facilite le passage des nutriments vers le sang et la lymphe, c'est-à-dire il facilite le phénomène de l'absorption intestinale. Donc, bien sûr, il s'agit d'une villosité intestinale. Donc, quels sont les constituants de cette villosité intestinale, cette microstructure en forme de doigt? Donc, c'est un repli en forme de doigt, épithélium intestinal. Voilà les cellules à mucus qui se sécrètent de la muqueuse intestinale. Voilà en bleu, c'est la veine. Au milieu, c'est le vaisseau lymphatique, bien sûr, qui transporte la lymphe. Et voilà l'artère. Bien sûr, le titre, schéma d'une villosité intestinale. Et voilà le résultat. Épithélium intestinal, cellule à mucus, veine, vaisseau lymphatique, l'artère. Et le titre proposé, c'est schéma d'une villosité intestinale. On va passer maintenant à la respiration et quels sont les schémas proposés. Donnez un titre au schéma ci-dessous et écrire chaque terme de cette liste-là, dans l'emplacement qui lui convient. Donc, le titre, bien sûr, il s'agit de l'appareil respiratoire. Donc, voilà les flèches qui vont nous aider. L'air inspiré et la flèche en rouge. Donc, l'air inspiré, bien sûr, il est riche en dioxygène. L'air expiré, il est riche en dioxyde de carbone. Donc, les propositions, bien, la liste des mots, poumon droit, poumon gauche, on coupe, diaphragme, le nez ou bien les fosses nasales, sac alvéolaire, le cœur, branche droite, la bouche, bronchiole et trachée.
commençons tout d'abord par la première flèche. Donc, là, c'est bien sûr le nez ou bien les fosses nasales. Et là, c'est la bouche. On va continuer dans l'appareil respiratoire, la trachée, qui fait circuler l'air de l'inspiration et de l'expiration. La trachée qui va être divisée en deux branches. Donc, la branche, voilà, la branche droite. Et là, on a le poumon, donc poumon droit. Et là, on a un poumon gauche en coupe. D'accord? Là, c'est le cœur. Et là, on trouve le diaphragme, c'est-à-dire le muscle qui va permettre la dilatation ou bien la contraction des poumons pour faciliter le phénomène de la ventilation pulmonaire. De l'autre côté, donc, les branches se terminent avec les bronchioles et les bronchioles, bien sûr, avec les sacs alvéolaires. Donc, voilà la réponse. Nez ou bien fosse nasale, la bouche, trachée, branche droite, poumon droit. Donc, il faut le poumon droit ici sans S, diaphragme, le cœur, sac alvéolaire, là, poumon gauche en coupe et bronchiole. Et bien sûr, le titre, c'est schéma de l'appareil respiratoire. L'exercice suivant, le schéma ci-dessous représente les échanges de gaz respiratoires entre l'alvéole pulmonaire et le sang des capillaires sanguins. Complétez ce schéma par les termes suivants. L'air expiré, l'air inspiré, le sang pauvre en dioxygène et riche en dioxyde de carbone, le sang riche en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone, et O2 et CO2. Donc là, comme vous pouvez voir ici, la flèche qui montre le sang qui va entrer au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc, la flèche, elle est en bleu, c'est-à-dire le sang, elle est pauvre en dioxygène et riche en dioxyde de carbone. Donc, le sang ici, il va absorber le dioxygène. Donc, cette case-là, on doit la compléter avec le dioxygène. Par contre, cette case-là, on doit la compléter avec le dioxyde de carbone. La flèche, elle est en bleu et le sang, il va se débarrasser du CO2. Et là, le sang sortant, bien quittant les alvéoles, elle est enrichie en dioxygène. Là, on a deux flèches. L'air qui va entrer à travers les voies respiratoires, il va passer vers l'air alvéolaire, elle est riche en dioxygène. Alors que l'air sortant, il est riche plutôt en dioxyde de carbone. D'accord? On va voir le résultat. Donc, voilà l'air inspiré, la flèche en rouge. Bien sûr, il est riche en O2. L'air expiré, il est riche en CO2. Le sang, là, le sang entrant dans les poumons, il est pauvre en dioxygène et plutôt riche en dioxyde de carbone. Cette case-là, c'est le dioxygène. Et l'autre case, c'est le dioxyde de carbone. Le sang qui va quitter les alvéoles, qui va quitter l'air alvéolaire pour passer vers les cellules, elle est enrichie en dioxygène et appauvrie en dioxyde de carbone, c'est-à-dire pauvre en dioxyde de carbone. Donc, voilà pour cet exercice. On va passer à un autre exercice. Cette fois-ci, la troisième partie, c'est-à-dire le sang et la circulation sanguine. On va voir les exercices proposés, les schémas proposés. Donnez un titre et une légende au schéma ci-dessous. Donc, bien sûr, là, c'est une goutte du sang vue au microscope et coloriée. Pourquoi coloriée? Parce que là, on voit les globules blancs. Les globules blancs, si on prend une goutte du sang, mais sans colorant, on voit juste les globules rouges. Pourquoi? Parce que les globules rouges sont dénoyautés, sont anucléés. Et pour cette raison qu'on doit colorier notre goutte du sang pour colorier, bien sûr, les noyaux des globules blancs, puisqu'ils sont nucléés. Donc, voilà
les globules rouges ou bien les hématies qui sont nombreuses. Voilà les globules blancs, et, vu leur grande taille et aussi ils ont des noyaux, les différents types de globules blancs. Vous allez voir ces différents types en deuxième partie, c'est-à-dire deuxième semestre, partie immunité de l'organisme. Pour la grande B, c'est les plaquettes sanguines, d'accord? Et le liquide, bien sûr, c'est le plasma. Le titre, une goutte du sang vue au microscope, il s'agit d'un frottis sanguin. Et là, elle est coloriée. Et on va voir le résultat. Voilà, plasma, c'est-à-dire le liquide sanguin, leucocytes, ou bien les globules blancs. On a des exemples de leucocytes. Les plaquettes sanguines, ce sont des fragments de cellules. Et les hématies, c'est-à-dire les globules rouges. Donc, soit on dit hématie ou bien globules rouges. Soit on dit leucocytes ou bien globules blancs. Et le titre, c'est schéma d'un frottis sanguin colorié. Voilà pour cet exercice. Pour ce schéma, on va passer à un autre exercice. Cette fois-ci, je vais vous expliquer comment on va préparer un sérum sanguin, comment on va séparer les différentes constituants du sang. Donc, on va prélever le sang, un sang frais. Après, on va passer à une centrifugeuse. Pourquoi? Parce que le sang hors des vaisseaux sanguins, hors du corps, il va se coaguler. C'est pour cette raison qu'on doit ajouter une substance anticoagulante et le centrifuger. Pourquoi? Pour ne pas être coagulé. Après, on a deux parties. Et là, c'est un sang sédimenté. La partie qui remonte à la surface, et pourquoi? Parce que sa densité elle est faible, c'est le liquide sanguin, c'est le plasma, et la partie qui va descendre en bas, ce sont les cellules sanguines. Voilà. Le schéma ci-dessous représente les différentes parties du sang frais après avoir ajouté une substance anticoagulante. Donnez le nom de cette substance. Donc, comme on vient de le dire, le sang hors des vaisseaux sanguins, il va se coaguler. C'est pour cette raison qu'il faut lui ajouter une substance anticoagulante pour faire, par exemple, une expérience. Et la question B, écrire sur le schéma les différentes parties du sang et donner un titre. Donc, là, c'est un sang non coagulé, mais c'est plutôt un sang sédimenté. Pourquoi? Parce qu'on voit ici une surface plane. Et là, c'est le sang sédimenté. Les cellules sanguines qui vont descendre en bas du tube. Pourquoi? Parce que leur densité elle est élevée, alors que la partie qui va remonter à la surface, et la densité elle est faible. On parle ici du liquide sanguin, c'est-à-dire le plasma sanguin avec une quantité qui est plus élevée. Et le titre, c'est un sang sédimenté. Voilà le résultat. Plasma sanguin avec un pourcentage de 55% du sang. Les globules blancs avec un pourcentage de 1% et aussi les plaquettes sanguines. Et les globules rouges, ils sont très abondants dans le sang avec un pourcentage de 44%. Et là, il s'agit bien sûr d'un sang sédimenté. Et sans oublier bien sûr la substance anticoagulante, il s'agit de l'oxalate d'ammonium. Et l'oxalate d'ammonium, vous l'avez vu comme réactif pour mettre en évidence les sels de calcium. Et voilà son utilité, une autre utilité de ce réactif-là, c'est un anticoagulant. Il empêche la coagulation du sang. On va passer maintenant à un autre exercice, toujours dans le thème sang et circulation sanguine. Donc voilà, sang sédimenté et sang coagulé, il y a une différence. Si on laisse le sang sans anticoagulant, il va se coaguler. Et voilà le plasma et le caillou. Ce sont des éléments qui renferment un protide qui est la fibrinogène. C'est un protide solide, c'est-à-dire ce protide-là, à l'intérieur du corps, il est liquide, mais une fois au contact avec l'air,
il va se transformer en fibre. D'accord? C'est la fibrinogène à l'intérieur du corps et fibrine à l'extérieur du corps. Donc, voilà un autre exercice. Le document ci-contre représente la vitesse d'écoulement sanguin dans les différents vaisseaux sanguins. Donc, la vitesse d'écoulement de l'aorte. Donc là, on voit que la vitesse d'écoulement diminue. L'artère, les artères qui vont se ramifier en artérioles, puis capillaires sanguins en contact avec les cellules. Puis, lorsque le sang est riche en CO2, il va être ramené avec les veines, les vénules, après les veines, bien sûr, ils vont passer vers les veines caves. Voilà les vaisseaux sanguins de plus grande taille que les vénules. La question est la suivante. Écrire sur le schéma ci-contre le nom de chaque vaisseau sanguin. Voilà comme vous pouvez le voir ici, on a une couleur à peu près bleue et là une couleur à peu près orange ou bien rouge clair. Donc là, on peut constater que le sang, il prend une couleur rouge foncé s'il est riche en dioxyde de carbone. Il prend alors une couleur rouge vif ou rouge clair s'il est riche en dioxygène. Donc, on sait que les artères qui vont passer du cœur vers les organes, à part bien sûr les poumons, on parle ici de l'artère aorte. Donc, l'artère aorte, il est riche en dioxygène, alors que les veines, et on parle ici des veines caves, ils sont plutôt riches en dioxyde de carbone. Donc, comme vaisseau sanguin qu'on doit écrire ici dans ces flèches-là, là, c'est la veine cave. Pourquoi? Parce qu'il est riche en CO2. Le CO2, il provient des cellules. Et voilà le contact ici des capillaires sanguins avec les cellules, vénules, et après les capillaires. Là, c'est les artères et l'artère aorte. D'accord? Donc, l'artère aorte, il provient du cœur gauche, ventricule gauche, et cette artère, il va se ramifier en artériole, puis capillaires sanguins, qui sont en contact direct avec les cellules. Après, les cellules vont absorber le dioxygène, vont rejeter le CO2. Le CO2, il va être ramené avec les vénules, à travers les vénules, puis les vénules vers les veines caves, pour passer, bien sûr, vers l'oreillette droite. Et là, on parle du sang riche en dioxyde de carbone. Donc, voilà les propositions. Veine cave, vénule, capillaire, artériole et artère aorte. D'accord? Voilà le résultat. On va passer à une autre question, à un autre exercice et un autre schéma. Les schémas A, B et C du document ci-dessous représentent les 3 phases du cycle cardiaque ou bien de la révolution cardiaque. Donnez le nom de chaque étape et classez en ordre les 3 étapes. Donc, on sait tout d'abord que le volume des oreillettes et des ventricules change après chaque étape. Quelles sont les étapes de la révolution cardiaque? Il y en a 3. La systole auriculaire, systole ventriculaire et la diastole. Donc, il faut tout d'abord savoir toutes les caractéristiques de chaque étape. Donc, cet exercice, soit vous pouvez le trouver dans la partie restitution des connaissances, si par exemple, comme ici, comme question, donnez le nom de chaque étape, c'est une question qui va être consacrée dans la partie restitution des connaissances. Si par exemple, ils vont vous donner le nom de chaque étape et après donner une description de chaque étape, c'est une partie consacrée dans la deuxième partie, c'est-à-dire le raisonnement scientifique. Donc voilà, donner le nom de chaque étape. On va voir la première étape. Là, on va poursuivre les flèches. Là, les flèches en rouge, c'est-à-dire le sang riche en dioxygène, les flèches en bleu, le sang riche en dioxyde de carbone. Et là, on a le sang qui va passer progressivement à travers les veines. Voilà les veines pulmonaires et voilà veine cave supérieure et veine cave inférieure. Donc,
le sang, il va passer progressivement vers les oreillettes. Et le cœur, là, il est relâché. Et donc, A, c'est bien sûr la diastole. Pour B, on voit que les valvules artérielles, bien sigmoïdes, ils vont laisser le sang passer à travers les artères. Le sang riche en O2, voilà la flèche en rouge, va passer à travers l'artère aorte, et le sang riche en dioxyde de carbone, il va passer à travers l'artère pulmonaire. Et là, on voit que le volume des ventricules il est faible, c'est-à-dire les ventricules sont contractés. Et là, on parle de la systole ventriculaire. Si on passe au dernier schéma, c'est-à-dire le schéma C, toujours la flèche en bleu indique le sang riche en dioxyde de carbone, et le sang va passer de l'oreillette, voilà, l'oreillette droite vers le ventricule droit, et de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Et le volume des oreillettes, il est faible ici, c'est-à-dire les oreillettes sont contractées. Et là, on parle de la systole auriculaire. Après, on va classer en ordre ces trois étapes. On sait que après la systole auriculaire, l'étape suivante, c'est la systole ventriculaire, c'est-à-dire le sang, il va passer de l'oreillette vers ventricule, des oreillettes vers les ventricules, après des ventricules vers les artères, et il va retourner par la suite à travers les veines vers soit le cœur gauche à travers les veines pulmonaires, soit le cœur droit à travers les veines caves. Voilà le résultat. Donc, systole auriculaire, la phase, ou bien l'étape suivante, c'est la systole ventriculaire, et l'autre, c'est-à-dire la troisième étape, c'est la diastole. Voilà pour cet exercice. Comme vous pouvez trouver, toujours pour le cycle cardiaque ou bien la révolution cardiaque, l'exercice, mais avec une autre façon. Associer chaque étape à la révolution cardiaque et à la description qui lui correspond et classer ces étapes en ordre. Voilà la description diastole qui dure 0,4 secondes, et on sait que pendant la diastole, le cœur il est relâché, il est au repos. Le cœur se relâche et le sang passe progressivement à travers les veines. Donc, on va voir quel schéma qu'on doit attribuer à cette description-là, c'est le troisième schéma. Donc, le cœur se relâche et le sang va passer à travers les veines progressivement. Donc, veines, puis vers les oreillettes. Donc, cette phase-là, on va l'attribuer à cette description. La deuxième description, systole ventriculaire, c'est-à-dire on va voir où les ventricules sont contractés. Donc, voilà ce schéma-là. Cette phase, bien cette étape, il dure 0,3 secondes à peu près. Les ventricules se contractent, les valves auriculo-ventriculaires se ferment. Voilà, les valves ils sont fermées. On voit la forme V ici. Mais par contre, les valves sigmoïdes sont ouvertes et le sang il est chassé à travers les artères. Donc voilà, cette description, on va l'associer avec ce schéma-là. Pour la troisième description, systole auriculaire, les oreillettes se contractent et les valves auriculo-ventriculaires permettent la propulsion du sang vers les ventricules. Voilà. Donc, les oreillettes se contractent et le sang il est propulsé vers les ventricules. Donc, cette description, on va l'associer à ce schéma-là. Et voilà le résultat. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, ça, c'est diastole. Le cœur se relâche et le sang passe progressivement dans les oreillettes à travers les veines. Ça, c'est la systole ventriculaire. On voit ici les ventricules contractés. Et là, c'est la systole auriculaire. Donc, si on commence par diastole, comment on va classer ces étapes-là? Bien sûr, si on commence par diastole, l'étape qui va suivre, c'est la systole
auriculaire et la troisième étape, c'est la systole ventriculaire. D'accord? On va passer à un autre exercice et un autre schéma. Complétez les lettres A, B, C, D par les vaisseaux sanguins correspondants. Donc, là, on a poumon, cœur, voilà, des organes de notre corps, par exemple l'intestin grêle, muscles, une partie riche en dioxygène en rouge, l'autre partie riche en dioxyde de carbone en bleu. Donc, si on passe des poumons vers le cœur gauche, on va passer bien sûr à travers les veines pulmonaires. Donc, c'est ces veines pulmonaires. Et du cœur gauche vers les organes, on va passer bien sûr à travers l'artère aorte, riche toujours en dioxygène. Une fois arrivé au niveau des organes, les organes vont absorber le dioxygène, ils vont rejeter le CO2 et le CO2 va être ramené bien sûr à travers les veines caves, soit inférieures, soit supérieures. Ça dépend de la position du cœur par rapport aux organes. Et du cœur droit vers les poumons, le sang va chasser le dioxyde de carbone. Et ce dioxyde ou bien ce sang riche en dioxyde de carbone va être ramené à travers les artères pulmonaires. Donc, A, artère pulmonaire, B, veine cave, C, veine pulmonaire et D, artère aorte. Et voilà le résultat. Artère pulmonaire, veine cave, veine pulmonaire et artère aorte. Toujours un autre schéma et cette fois-ci, donner le nom de cette circulation sanguine. Qu'est-ce qu'on voit ici? Toujours la partie gauche en rouge, c'est-à-dire riche en dioxygène, et la partie droite en bleu, riche en dioxyde de carbone. Mais là, les poumons ne sont pas représentés. On a une relation avec le cœur et les autres organes. À titre d'exemple, intestin grêle, muscles. Donc, quel type de circulation sanguine? Bien sûr, c'est la circulation générale ou bien la grande circulation. Et voilà le résultat. Circulation générale, bien grande circulation. Un autre schéma, donnez le nom toujours de cette circulation sanguine. Donc là, on a une relation avec le cœur et les poumons. Là, on n'a pas représenté les autres organes de notre corps. Donc, cette relation, ou bien quel est le rôle de cette circulation? Là, le cœur droit, il va se débarrasser du dioxyde de carbone à travers l'artère pulmonaire et les poumons, ils vont enrichir le sang, là, qui va passer à travers les veines pulmonaires vers le cœur gauche. Donc là, on a la petite circulation ou bien la circulation pulmonaire. Voilà la relation et voilà le nom de cette circulation. Circulation pulmonaire ou bien petite circulation. D'accord? On va passer maintenant au dernier chapitre, l'excrétion urinaire. Voilà le premier schéma proposé. Légendé, le schéma est donné un titre. Donc là, un schéma d'une coupe longitudinale au niveau d'un rein. D'accord? Donc là, on a des propositions, artère rénale, l'urtère, veine rénale, le bassinet, capsule fibreuse, cortex, médula et calice rénal. Pardon. Donc, ça, c'est l'urtère. Pourquoi? Parce qu'il est relié, on a deux urtères, un urtère pour le rein droit, l'urtère pour le rein gauche. Voilà le bassinet où les tubes collecteurs vont se rejoindre ici pour rejeter l'urine définitive vers l'urtère. Là, on a en bleu et en rouge. En bleu, c'est veine rénale, en rouge, c'est l'artère rénale. Voilà le calice rénal. Voilà le médula ou bien la zone médulaire. Zone corticale. D'accord?
et voilà la zone corticale ou bien le cortex et la capsule fibreuse. D'accord? Bien sûr, le titre, c'est coupe longitudinale au niveau d'un rein. À retenir pour ce schéma-là, il faut retenir l'urtère, c'est indispensable, le bassinet, zone médulaire ou bien médula et zone corticale, c'est-à-dire 4 termes à retenir. D'accord? Zone corticale, zone médulaire, le bassinet et l'urtère. Et bien sûr, schéma d'une coupe longitudinale d'un rein. C'est facile. Un autre schéma. Légendé, le schéma est donné un titre. Donc là, le schéma de l'appareil urinaire. L'appareil urinaire, bien sûr, elle est constituée des 2 reins. Chaque rein est relié avec la vessie avec un urtère et l'urine va être accumulée au niveau de la vessie et va être rejetée à travers l'urètre. Il ne faut pas confondre entre urètre et les 2 urtères. D'accord? Donc voilà le rein, l'urtère, la vessie et l'urètre. Et bien sûr, titre, schéma de l'appareil urinaire. Et voilà le résultat. Le rein, l'un des reins, voilà une coupe longitudinale, l'urtère, vessie et l'urètre. Et on passe, je pense, ça c'est le dernier schéma proposé. Écrire dans chaque case l'étape de l'élaboration de l'urine qui lui correspond. On sait que l'urine, elle est élaborée dans les reins et plus précisément dans les néphrons, ou bien les tubes urinifères, mais selon 3 étapes. La première étape, il se déroule à ce niveau-là, entre la capsule de Bowman et le glomérule de Malpighi. Donc, glomérule de Malpighi et la capsule rénale. Voilà. Ça, c'est la capsule rénale. Ça, c'est glomérule de Malpighi. Les deux, c'est le corpuscule glomérulaire ou bien le corpuscule rénal. Donc, quelle est l'étape qui présente ou bien qui se présente à ce niveau-là? C'est la filtration glomérulaire, c'est-à-dire la filtration du glomérule ici. Le sang va être filtré et les petites molécules comme l'eau, les sels minéraux, l'urée, l'acide urique, le glucose aussi va passer à travers ce filtre-là, c'est-à-dire capsule de Bowman, vers le tube contourné. Donc, la première étape, c'est la filtration glomérulaire. Au niveau du tube contourné, divisé en 3 parties, tube contourné proximal, l'anse de Henle et tube contourné distal. À ce stade-là, qu'est-ce que vous observez? Des capillaires sanguins, un réseau de capillaires sanguins. Que fait le sang ici? Il va réabsorber le glucose à 100%, c'est-à-dire la totalité du glucose va être retenue par le sang et une quantité à peu près 98% d'eau et sels minéraux. D'accord? Donc, cette étape-là, c'est-à-dire la deuxième étape, c'est la réabsorption. Et la dernière étape de l'élaboration de l'urine, c'est que au niveau de ce tube-là, des substances qui vont être sécrétées à travers au niveau du néphron, bien tube urinifère, ces substances-là, c'est comme l'acide épurique et l'ammoniac. Et la dernière étape, ça s'appelle la sécrétion tubulaire. Donc, les 3 étapes de l'élaboration de l'urine, la première étape à ce niveau-là, c'est la filtration glomérulaire. La deuxième étape, c'est la réabsorption. Et la troisième étape, c'est la dernière étape où on voit l'urine définitive dépourvue, bien sûr, des substances organiques. Je parle ici des glucose et protides et aussi les lipides. Mais l'urine définitive, il renferme l'eau, les sels minéraux, des substances azotées. Et je parle ici de l'urée, l'acide urique et entre autres. Et voilà le résultat. Filtration glomérulaire, réabsorption et sécrétion tubulaire. Donc, voilà les schémas que je proposais, que vous pouvez trouver dans l'examen normalisé local
et bonne chance.